Il y a quelque chose que personne ne te dit sur certaines personnes. Tu sors d'une rencontre avec elles et tu n'arrives pas à identifier exactement ce qui s'est passé, mais quelque chose est différent. Le corps est lourd, la pensée s'est engluée. Cette étincelle que tu avais en arrivant a disparu et à sa place, il reste une sorte de vide que tu vas essayer d'expliquer pendant les prochaines heures sans y parvenir. Tu n'as pas été insulté, tu n'as pas eu de dispute, il ne s'est rien passé de dramatique. Mais tu es épuisé d'une façon que le sommeil ne résoudra pas. Cela a un nom dans la tradition ésotérique et Annie Besant a décrit le mécanisme avec une clarté qui m'a coupé le souffle quand je l'ai lu pour la première fois. Ce qui s'est passé n'était pas une coïncidence, c'était un drainage. Et il existe quelque chose que tu peux faire immédiatement quand cela commence, quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais fait parce qu'ils n'ont jamais reçu la bonne information sur ce qui se passe réellement en ce moment-là. C'est ce que je veux partager ici. Mais d'abord, je dois nommer le système qui travaille activement contre ta compréhension de cela. Quand je dis système, je parle spécifiquement de la culture spirituelle populaire, celle qui a passé les dernières décennies à te dire d'envoyer de l'amour inconditionnel à tout le monde, de vibrer plus haut, d'être la lumière qui illumine l'obscurité des autres. Ce récit est commode pour ceux qui drainent. Il maintient celui qui est drainé passif, coupable quand il réagit et disponible pour le prochain cycle d'extraction. C'est l'une des formes les plus sophistiquées de contrôle que j'ai jamais vu opérer au sein de communautés qui se disent spirituelles. Le discours de la spiritualité illimitée fonctionne comme une chaîne dorée. Tu ne réalises même pas que tu es prisonnier parce que l'emprisonnement a été enveloppé dans un langage d'élévation. Dans la perspective théosophique, dans ma lecture d'Annie Besant après des années à étudier l'homme et ses corps, ouvrage qu'elle a publié en 1896, l'être humain n'est pas seulement un corps physique habitant un monde physique. Il est une structure de multiples couches d'énergie s'interpénétrant. Et l'une de ces couches, qu'Annie Besant appelait Kamarupa, le corps des désirs, est précisément le champ où le drainage se produit. Le Kamarupa est perméable. Il répond à l'environnement autour de lui. Et il existe des personnes dont le Kamarupa fonctionne comme une aspiration constante sur le champ des autres, souvent sans qu'elles en aient conscience, mais parfois avec une précision qui devient troublante. Le prana, l'énergie vitale qui anime chacun de nous selon cette tradition, est ce qui est extrait dans ces échanges. Quand ton prana baisse, tout baisse avec lui. La clarté mentale, la motivation, la capacité à ressentir de la joie. Tu ne passes pas une mauvaise journée. Tu as été drainé. Et cette distinction change complètement ce que tu dois faire ensuite. Maintenant, je dois poser une question directe. As-tu déjà terminé une rencontre avec quelqu'un et fixé le plafond sans pouvoir te mouvoir, comme si quelque chose d'invisible avait traversé l'intérieur de toi et retiré quelque chose qui mettra des jours à revenir? Si oui, tu es au bon endroit. Et si tu veux laisser un signe ici dans les commentaires, écris juste ceci. Mon énergie n'est pas disponible. Ce n'est pas une menace dirigée vers quelqu'un, c'est une déclaration pour toi-même. Parce que parfois, on a besoin d'affirmer à voix haute ce qu'on n'a pas encore appris à défendre en pratique. Et lire les commentaires d'autres personnes qui vivent la même chose peut être le rappel que tu n'inventes pas ce que tu ressens, tu reconnais quelque chose de réel. Dans la perspective que j'ai étudiée au fil des années, il existe essentiellement deux types de drainage d'énergie. Le premier est inconscient. La personne ne sait pas ce qu'elle fait. Elle a un vide intérieur profond, un déséquilibre dans le Kamarupa qui la pousse à chercher dans le champ des autres la stabilité qu'elle n'a pas trouvée en elle-même.
Quand tu es près d'elle, son chant tire littéralement le tien comme une batterie déchargée connectée à une batterie chargée. Cela ne la rend pas mauvaise, mais cela ne t'oblige pas non plus à rester là pendant que tu te vides. Le deuxième type est différent, plus rare, mais il existe. Ici, il y a un certain degré d'intentionnalité. La personne a appris, pas toujours de façon consciente, qu'en provoquant des émotions fortes chez les autres, en créant du chaos émotionnel ou de la dépendance, elle obtient l'attention et le prana dont elle a besoin. Pour elle, le conflit n'est pas un problème à résoudre. C'est le mécanisme. Je dois m'arrêter ici et avouer quelque chose qui m'a coûté beaucoup à accepter. Pendant des années, j'ai essayé de sauver les personnes du premier groupe avec amour et patience. J'allais à ces rencontres plein d'intentions, convaincu que ma présence pouvait faire la différence, et je revenais détruit chaque fois. Je pensais que le problème venait de moi, que je n'étais pas suffisamment spirituelle, que ma vibration devait monter plus haut, que j'échouais à ce que la spiritualité me demandait. Il m'a fallu du temps pour comprendre que j'opérais avec une mauvaise information, l'information que la culture spirituelle populaire avait mise en moi comme si c'était de la sagesse était en réalité un mécanisme de maintien de ma disponibilité. Le problème n'était pas la quantité d'amour que j'apportais. Le problème était que je ne comprenais pas que l'amour genuinement vécu n'est pas l'absence de limites. Dans la lecture théosophique que j'ai embrassée, la tradition a toujours parlé de quelque chose que l'on pourrait appeler intégrité énergétique, la capacité à maintenir la cohésion de son propre champ, même quand la pression externe est intense. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est la condition de base pour avoir quelque chose de réel à offrir à quelqu'un. Tu n'illumines pas l'environnement en te laissant éteindre. Une bougie éteinte ne réchauffe personne. Cette phrase est restée en moi et n'est plus jamais partie. Si cette vidéo arrive là où elle doit arriver pour toi, le like ici en dessous fait circuler ce contenu vers d'autres personnes qui sont épuisées sans comprendre pourquoi. C'est un petit geste avec une portée qu'aucun de nous ne peut calculer seul. Alors que fais-tu immédiatement quand tu perçois que tu es drainé? La première chose n'est pas de réagir, c'est de remarquer. Remarquer avec clarté ce qui se passe dans ton champ interne à ce moment précis. Annie Besant a décrit dans L'homme et ses corps que le linga charira, le corps éthérique, est l'intermédiaire entre le physique et les plans plus subtils, et que les perturbations dans le linga charira se manifestent comme des signaux physiques reconnaissables. Lourdeur dans la tête, pression dans la poitrine, fatigue soudaine sans cause physique visible. Dans la lecture ésotérique, ce sont des signaux que le champ subtil est sous pression externe. Ce n'est pas de l'imagination, c'est la perception de quelque chose de réel se produisant dans une couche que la pensée matérialiste n'a tout simplement pas été entraînée à voir. La deuxième chose est d'interrompre le flux de sortie. Et voici ce que personne n'enseigne, parce que cela semble trop étrange. Tu le fais avec l'attention, pas avec des mots, pas avec la confrontation, avec l'attention tournée vers l'intérieur. Au moment où tu perçois le drainage et que tu diriges consciemment ton attention vers ton propre centre, vers la respiration, vers la sensation de ton propre corps, tu interromps l'automaticité du flux. Tu ne réagis plus, tu es présent à toi-même. Et la présence intérieure genuinement vécue crée une résistance naturelle dans le champ subtil que l'aspiration ne peut plus traverser de la même façon. Ce n'est pas du mysticisme vague. C'est un principe que la tradition ésotérique décrit de différentes façons dans différentes cultures, mais avec une cohérence qui m'a toujours impressionnée. Le Vedanta l'appelle présence de l'observateur. L'hermétisme le décrit comme rétraction du champ. La théosophie d'Annie Besant intègre ces compréhensions au sein d'une carte de l'être humain qui, dans ma lecture, est la plus complète que j'ai trouvée dans l'Occident moderne.
La troisième chose, et c'est celle qui dérange le plus, est de réduire l'accès, pas de façon dramatique, pas avec un discours, de façon réelle et mesurable. La disponibilité que tu avais pour cette personne diminue. Le temps que tu allais investir dans cette rencontre se contracte. L'ouverture avec laquelle tu t'approchais d'elle commence à venir avec une conscience différente. Ce n'est pas une punition, c'est une reconnaissance. C'est ton champ qui apprend à ne plus s'exposer à une aspiration qu'il a déjà identifiée et nommée. Ici surgit toujours une objection. Et je l'entends d'avance, mais et si cette personne a besoin de moi? Et si je suis le seul qui peut l'aider? Je comprends. Cette pensée est généreuse. Mais dans la perspective que j'ai étudiée, elle contient une arrogance douce qui mérite d'être examinée. L'idée que toi, spécifiquement toi, es indispensable à l'évolution de quelqu'un d'autre sonne bien, mais c'est souvent le mécanisme de contrôle que la situation utilise pour te maintenir disponible. Celui qui a genuinement besoin d'aide accueille bien les limites. Celui qui draine systématiquement ne tolère pas quand tu te retires parce que la limite défait la structure qui alimente le processus. Cette distinction est tout. Annie Besant a compris cela dans sa propre vie d'une façon brutale. Elle fut une femme qui a dédié chaque cellule de son être au bien collectif, qui a fondé des écoles en Inde, qui a lutté pour l'autonomie gouvernementale d'un peuple entier, qui a payé un prix personnel extraordinaire pour chaque vérité qu'elle a choisi de défendre. Et pourtant, les autorités coloniales britanniques l'ont emprisonnée en 1917 pour ses activités pro-indépendance de l'Inde. La même femme qui allait être élue présidente du Congrès national indien cette même année, alors qu'elle était encore sous les restrictions imposées par les autorités coloniales, a été traitée comme une menace à contenir, parce qu'elle n'était pas disponible pour être contrôlée, parce qu'elle ne redirigeait pas son prana pour soutenir une structure de pouvoir qui exigeait d'elle silence et conformité. Et c'est ce recul de son champ, ce refus d'être drainée par les attentes de ceux qui voulaient la maintenir passive, qui en a fait une force impossible à effacer de l'histoire. Pense à cela quand tu ressens que poser une limite à quelqu'un qui te draine est une trahison de ce que tu comprends comme spirituel. Annie Besant n'a trahi personne en refusant d'être contrôlée. Elle a simplement honoré ce qu'elle était venue faire. Et ce qu'elle était venue faire a survécu à des décennies de tentatives d'effacement. Ce que tu es venu faire compte aussi trop pour être gaspillé dans des rencontres qui te vident. Si tu as quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un que tu sais être drainé sans comprendre ce qui se passe, envisage d'envoyer cette vidéo maintenant. Pas comme un jugement envers personne, comme un soin. Parfois, la bonne information au bon moment dissout un schéma que la personne porte depuis des années sans nom. Et si tu ne suis pas encore cette chaîne, c'est l'espace où j'apporte chaque semaine des lectures de la philosophie d'Annie Besant et de la tradition théosophique appliquées aux questions réelles que les gens affrontent. Ce n'est pas de l'ésotérisme décoratif, c'est une tentative sérieuse d'utiliser une tradition profonde pour mieux comprendre ce qui se passe en chacun de nous et autour de nous. S'abonner garantit que tu ne manques pas ce qui vient, et il y a des choses à venir pour lesquelles j'ai mis beaucoup de temps à trouver le courage de les mettre en mots. Je veux terminer avec quelque chose qui est resté en moi après des années à étudier ce sujet. Le drainage d'énergie est réel dans la perspective que j'ai embrassée, mais il ne définit pas ce que tu peux faire ensuite. Le champ humain possède une capacité de régénération que la tradition ésotérique a toujours affirmée. Le prana se renouvelle, le linga charira se rééquilibre, le kamarupa retrouve sa cohésion quand l'aspiration s'arrête. Mais cela ne se produit que si tu cesses de livrer ce qui est retiré. Et pour cesser, tu dois d'abord nommer ce qui se passe, sans culpabilité, sans drame,
avec la clarté de celui qui a finalement regardé la situation par son nom juste. Il y a des rencontres qui te remplissent. Il y a des rencontres qui te vident. La sagesse n'est pas d'éliminer les secondes de ta vie, mais de ne plus jamais y entrer sans conscience de ce qui se passe dans ton champ subtil et sans savoir quoi faire immédiatement quand le drainage commence. Cette conscience, une fois éveillée, ne disparaît pas. Elle commence à fonctionner comme un nouveau sens et ce sens change tout. La prochaine vidéo va apparaître sur ton écran maintenant. Certaines personnes vont cliquer et vont comprendre pourquoi elle apparaît exactement après celle-ci. D'autres vont fermer. Ceux qui sont arrivés jusqu'ici savent déjà qu'on n'arrive pas à la fin d'une vidéo comme celle-ci par hasard.